Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette édition du 9 novembre de notre synthèse vidéo de l'actu IT et télécom de la semaine. Et comme chaque lundi, je suis en compagnie de Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, premier sujet de la semaine, c'est Microsoft qui se réconcilie avec l'open source en la personne, si je puis dire, de Red Hat. Absolument. Alors, qui se réconcilie, c'est un peu abrupt comme terme parce que c'est un mouvement qui avait été engagé déjà depuis un petit moment. Donc là, effectivement, c'est une étape importante. On voit bien qu'on est dans la guerre du cloud, on expliquera ça un petit peu après. Donc là, l'accord, le partenariat qui a été signé entre les deux, entre Red Hat, numéro 1 du logiciel open source, et puis Microsoft, numéro 1 du logiciel tout court. L'idée, c'est que la version Linux de Red Hat sera la version prioritaire sur Azure, la version prioritaire de Linux sur Azure. Donc c'est quelque chose d'important, sachant qu'il y avait déjà une version de Linux qui s'appelle CoreOS sur Azure, bon, qui était une version un peu mineure. Là, c'est vraiment Linux qui entre en pleine lumière sur Azure. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il y a d'autres logiciels qui seront à disposition sur Azure. Donc il y a le middleware serveur web JBoss, une entreprise qui avait été rachetée, lancée par un Français d'ailleurs, qui avait été racheté par Red Hat. Il y a un logiciel de stockage Scala-out qui va être également disponible. Et puis les outils de développement qui seront disponibles sur Azure. Donc c'est toute une palette de logiciels qui vont être disponibles, sachant que le partenariat entre les deux va encore plus loin, puisque l'idée c'est que Red Hat, des équipes conjointes de Red Hat et de Microsoft offriront des services de support conjoints, donc pour les clients qui auront mis des applications sur Azure, qui mélangeront du Microsoft et du Red Hat. Et puis, même également des solutions de colocation, donc là où les deux partenaires se mettent ensemble. Donc ça va commencer, c'est relativement naturel à Redmond, à côté de, enfin là où est installé le siège de Microsoft. Et puis, c'est ce qu'a déclaré les deux partenaires, en fonction des besoins, ça s'étendra dans d'autres data centers. Donc c'est un accord qui est assez important et finalement qui s'inscrit à la fois donc, dans l'évolution de Microsoft, qui maintenant n'a plus d'état d'âme sur l'open source. L'idée, c'est de se mettre en ordre de bataille pour la bataille du cloud. La bataille du cloud, où on voit bien que maintenant, on l'avait déjà dit les fois précédentes, mais les grands leaders ont tendance à creuser l'écart par rapport aux autres. Donc les grands leaders, c'est qui? C'est Amazon, qui est de loin le grand leader, et donc pour ceux qui sont derrière, l'idée c'est de combler l'écart. Donc derrière, il y a Microsoft, il y a Google et puis il y a IBM. Donc ça, pour l'instant, c'est les quatre grands. Et donc on voit bien que dans les mois qui viennent, il y aura il y aura certainement d'autres accords stratégiques qui vont se nouer, ou des rachats éventuellement d'entreprises, pour faire en sorte, pour que ces quatre acteurs consolident leur place sur le marché du cloud. Alors Guy, vous nous parliez d'IBM, justement IBM qui a aussi retenu votre attention de cette semaine au travers d'un rapport sur l'ubérisation. Alors je sais que le mot est un peu tarte à la crème et employé toutes les sauces en ce moment, mais en tout cas le rapport a retenu votre attention. Absolument, donc mot tarte à la crème, effectivement, c'est Maurice Lévy qui a été l'inventeur, si je puis dire, de ce terme-là. C'est dans une interview au Financial Times en fin d'année dernière, où il avait bien pressenti un phénomène qu'on voit bien se développer. Publicitaire, c'est heureux. C'est heureux, effectivement. Enfin, en tout cas, il a eu du nez, comme on dit. Et donc, cette enquête, c'est une enquête annuelle que fait IBM auprès des directions générales et puis des directions fonctionnelles des grandes entreprises. Et donc là, ce qui ressort, en fait, c'est que là où les années précédentes, finalement, la crainte principale tous ces dirigeants d'entreprise, c'était finalement la concurrence. La concurrence qui est établie, donc en gros que, je ne sais pas moi, un service hôtelier, enfin une chaîne d'hôtels, voit apparaître un de ses concurrents qui ait une offre géniale, qui soit moins chère, etc.
Donc c'est l'idée d'un concurrent établi qui propose un produit ou un service de meilleure qualité ou moins cher. Donc c'était ça un peu la crainte. Aujourd'hui, pour la première fois, l'idée c'est que finalement, un concurrent qui arrive de nulle part, donc ce qu'on appelle les fameux barbares, eh bien, mettent en péril l'entreprise et deviennent un concurrent extrêmement sérieux. Donc, bon, les exemples, on les connaît bien. Hein. C'est par exemple Accor qui voit Airbnb marcher sur ses terres, sur ses plates-bandes. C'est les taxis bleus qui voient Uber arriver et prendre des parts de marché considérables. Donc c'est des phénomènes qu'on connaît bien et qui s'étendent à tous les secteurs. Et donc ce qui est intéressant finalement avec cette étude, c'est qu'elle montre que cette année, c'est vraiment la prise de conscience. Alors, est-ce que c'est ce que les économistes appellent le phénomène d'autoréalisation, c'est-à-dire que finalement, on en a tellement parlé que ça se concrétise. Néanmoins, il est clair que les technologies numériques ont permis des choses qui n'étaient pas pensables il y a seulement quelques années. Et donc, c'est un phénomène qui est réel. Alors, on part toujours des acteurs de l'Internet et c'est les résultats de Facebook qui ont retenu aussi votre attention cette semaine. Oui, alors effectivement, donc les résultats, ils ont été publiés il y a quelques jours, les résultats du troisième trimestre 2015, et donc ils ont été très bons, donc des croissances de 40% à la fois en chiffre d'affaires et en bénéfice net, donc c'est pour une entreprise qui a déjà une taille respectable, c'est assez considérable. Donc du coup, l'action de Facebook a fait un bond de 16%, et du coup, la capitalisation boursière de l'entreprise a dépassé les 300 milliards de dollars. Donc, bon, 300 milliards en soi, ce n'est pas un seuil particulier, mais ça frappe les esprits, parce que c'est quand même assez considérable. Il y a peu d'entreprises françaises, d'ailleurs je pense qu'il n'y en a aucune qui ait cette capitalisation boursière, donc ça donne une idée. Plus que Shell ou Microsoft. Oui. Et alors donc ça nous a amené à regarder un petit peu l'évolution des capitalisations boursières des entreprises, et on voit bien le phénomène que les entreprises technologiques, et finalement ce qu'on entend par entreprises technologiques, dedans il y a vraiment les gros acteurs de l'Internet, prennent énormément de poids. Donc Facebook, on vient de le dire, 300 milliards de dollars. Apple a littéralement explosé puisqu'il est maintenant numéro 1 avec plus de 700 milliards de dollars. Donc là, c'est des chiffres, on ne sait plus très bien ce que ça veut dire, mais je pense que pour donner un point de référence, c'est plus du quart du budget de la France. Donc évidemment, on compare des choux et des carottes, mais peu importe, ça donne un ordre de grandeur. Et donc dans ce top 10, vraisemblablement au troisième trimestre, il n'a pas été encore publié, mais dans ce top 10 des capitalisations boursières, on va trouver les 4 acteurs des GAFA. Donc on les connaît, hein, Google, Amazon, Apple et puis Facebook, qui seront présents dans les top 10, ce qui n'était pas le cas il y a le trimestre dernier. Là où Exxon était numéro 1 pendant des années, Exxon tombe dans les profondeurs du classement. Donc ça, c'est un premier phénomène qu'on a remarqué. Et puis donc, parallèlement à cette montée en puissance des entreprises Internet, on voit que les entreprises informatiques traditionnelles, donc qui sont celles dont on parle régulièrement, elles sont à la peine. Bon, même si les plus importantes sont toujours profitables, mais IBM, 14 trimestres de décroissance, HP qui doit scinder en deux pour essayer de trouver un nouveau départ, Dell qui sort de la bourse parce que la tyrannie des marchés boursiers était trop difficile, donc est en train de se repositionner pour se relancer. Donc on a vraiment d'un côté les entreprises Internet qui explosent et les entreprises de notre secteur qui sont à la peine. Qu'est-ce que ça va donner dans quelques années? On verra bien, mais peut-être même avant quelques années, d'ailleurs, plus rapidement qu'on ne le pense. Alors ça, c'était pour la semaine passée. La semaine à venir, on parle du projet de loi numérique qui est à l'agenda du gouvernement. Absolument. Donc là, effectivement, c'est Axelle Lemaire qui était porteuse, on devrait dire, on y reviendra. Porteuse de ce projet de loi. Donc elle
elle en fait la publication officielle, si je puis dire, et qui a été approuvée par le gouvernement. Elle l'a fait vendredi dernier, donc vendredi qui vient de passer. Et donc la semaine prochaine, enfin cette semaine, on aura un contenu plus précis de ce que sera cette loi, sachant que après c'est le cheminement habituel. Elle va être présentée à l'Assemblée nationale et au Sénat, et ça c'est pour 2016, donc c'est pas pour tout de suite. Et bien entendu, dans l'élaboration de ce projet de loi, donc il y a maintenant, on est dans la coproduction, dans la démocratie participative, etc. Donc il y a effectivement des contributions de citoyens qui ont été prises en compte, et donc ce serait intéressant d'ailleurs de regarder dans quelle mesure alors il y a eu un peu plus de 20 000 contributions, mais ça, bon, contribution, ça ne veut pas dire grand-chose. La question, c'est quel a été l'input réel des citoyens dans l'écriture de la loi même. On verra si c'est juste finalement l'écume des choses, ou si c'est vraiment quelque chose de très profond. Et puis pour conclure, le entre guillemets coup de gueule de la semaine, c'est le guide pratique pour une communication publique sans stéréotype de sexe qui a retenu votre attention. Absolument. Donc là, c'est le Haut Conseil pour l'égalité entre les hommes et les femmes qui a publié un guide à destination donc, de tout un tas d'acteurs, dont des professionnels de la communication. Donc c'est pour ça qu'on s'est un petit peu senti visé. Et donc qui entend lutter contre les stéréotypes dans la formulation, dans l'écriture des choses. Donc objectif louable en soi. Oui, objectif louable, mais qui pousse le bouchon un petit peu loin. Et donc, qui d'emblée balaye toutes les objections qu'on pourra apporter. La première étant qu'il y a peut-être des choses plus importantes, donc non, c'est pas une bonne raison, c'est un sujet important. La deuxième, c'est que bien souvent on dit oui, mais quand on parle des hommes en général, les hommes c'est le masculin neutre. Sauf que le neutre n'existe pas, donc c'est vrai. Et donc après, il y a tout un tas de recommandations dans la formulation des choses. Et en particulier, j'en ai retenu une, parce qu'il y en aurait d'autres, mais j'en ai retenu une, où en fait il est conseillé de ne pas dire ou de ne pas écrire en bon père de famille. Donc la question et sans donner de remplacement, donc je me demande si est-ce qu'il faudra dire en bonne mère de famille ou en mauvais père de famille, je ne sais pas, je laisse le choix aux gens. Et puis alors pour ce qui nous concerne plus spécifiquement, je propose qu'au lieu d'écrire un serveur informatique, on dise une serveuse informatique. Sans connotation particulière, ou même un ordinateur, on ne dira plus un ordinateur, on va dire une ordinatrice. Donc je propose que pendant quelques temps, on essaie de faire un petit effort pour poursuivre les recommandations de ce Haut Conseil. C'est bien noté, c'est enregistré, et puis on va essayer de s'y tenir. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de notre synthèse vidéo de l'actu IT et Télécom. Merci, à bientôt.